Mesdames et messieurs, vous êtes avec le journal télévisé kurde en français sur Ronahi TV. L'organisation de l'État islamique d'Irak et du Levant essaie de créer un État islamique en Irak et en Syrie. L'organisation sunnite qui s'est formée en avril 2013 tente de construire un État qui inclut les zones kurdes. Les racines de l'État islamique d'Irak et du Levant remontent au 15 octobre 2006, lorsque des groupes de combattants sunnites établirent l'État islamique d'Irak. Cette organisation connut ses premiers succès grâce à l'invasion américaine d'Irak qui devait chasser Saddam Hussein. Depuis le retrait complet des forces armées américaines fin 2011, l'organisation a continué ses attaques à un rythme soutenu contre des cibles chiites. L'objectif de ces attaques, selon des observateurs, était de rallumer le conflit entre la minorité sunnite d'Irak et le gouvernement pro-chiite de Nouri al-Maliki. Entre-temps, le groupe s'est agrandi et a atteint les frontières de la Syrie, se proclamant l'organisation de l'État islamique d'Irak et du Levant. Ces terroristes se battent à la fois contre le régime d'Assad et contre les autres groupes d'opposition. Lorsque le groupe s'est formé en avril 2013, il a d'abord été présenté comme une alliance entre l'État islamique d'Irak et une faction salafiste syrienne, le Front al-Nusra. Cependant, l'annonce de la fusion des deux groupes par le leader Abu Bakr al-Baghdadi fut de suite refusée par le Front al-Nusra. La fusion eut quand même lieu et le nouveau groupe devient l'un des plus importants dans le contrôle des zones libérées des forces du régime. La taille exacte de l'organisation est inconnue, mais on estime qu'elle compte plusieurs milliers de combattants parmi lesquels de nombreux sont en provenance de pays étrangers. Ils contrôlent des parties de Deir ez-Zor, de Raqqa, de Jarablos, de Manbaj, Al-Bab, Azaz et nord d'Idlib. Dans les régions sous leur contrôle, l'État islamique d'Irak et du Levant interdit le tabac et oblige les femmes à porter le voile et organise des exécutions publiques. Ces violences contre les civils dans les régions libérées sont devenues quotidiennes. L'État islamique d'Irak et du Levant organise aussi les attaques contre d'autres forces militaires opposées au régime de Bachar el-Assad, comme l'IPG, l'armée syrienne libre ou même d'autres groupes islamistes plus modérés. Dans la plupart des cas, l'État islamique d'Irak et du Levant force les gens qui ne partagent pas absolument leur point de vue à partir. Tous ces excès poussent certains à conclure que l'État islamique d'Irak et du Levant serait en sous-main dirigé par les services secrets iraniens, dans le but de diffamer et décrédibiliser les forces révolutionnaires. La région du Rojava est en pleine crise. Les attaques meurtrières des bandits de l'État islamique d'Irak et du Levant et les pénuries organisées poussent la population à recourir à de nouvelles formes de solidarité et de gestion politique. Voici un petit tour de l'actualité et de ces derniers jours au Rojava. La ville de Talkocher a décidé d'engager des travaux afin de réparer le poste de frontière entre la ville du Rojava et l'Irak. Cette frontière avait été endommagée par les combattants de l'État islamique d'Irak et du Levant. Ces travaux devraient permettre de transférer l'aide humanitaire vers le Rojava. Afin de favoriser la participation des différents partis politiques et des organisations de la société civile du Rojava, le PED a tenu à Kamishlo une réunion avec le Parti démocrate syriaque et l'Assemblée des chrétiens. Les participants ont discuté tout au long de la réunion de la démocratisation de l'administration autonome du Rojava. Une initiative originale des femmes de Kobani a valu aux habitants de la ville de pouvoir assister à un concert de musique traditionnelle. Une des organisatrices a affirmé à l'agence Our News que l'organisation de ce concert avait pour objectif de divertir les habitants qui souffrent des pénibles conditions dues au siège de la ville. Le Croissant Rouge kurde Atal Tamra a distribué du lait de bébé aux familles qui en avaient le besoin.
Le Croissant Rouge a également commencé une campagne de vaccination contre la polio pour les enfants. Au Rojava, la construction du système démocratique autonome s'organise. Dans plusieurs villes et villages, les résidents ont créé leur propre assemblée. Au Rojava, la construction du système démocratique s'organise. Ce sont les femmes et les jeunes les meneurs. Dans la ville de Qamishlo, les jeunes ont tenu une réunion afin de discuter du rôle des jeunes dans ce système démocratique. Les représentants de 13 mouvements de jeunes ont participé à la réunion. La réunion a pris fin avec la création d'une assemblée qui a pour mission la gestion de l'administration. Dans la ville de Derbessiye, c'est les membres du mouvement de la communauté démocratique qui se sont réunis pour discuter de la réglementation des élections. Les membres de TEFDEM ont également débattu sur la situation de Rojava et de la Syrie. L'approche de l'Assemblée nationale kurde de Syrie, ENKS, à l'encontre de l'auto-administration provisoire a été critiquée. Dans le village d'Erur, les habitants se sont retrouvés pour construire l'assemblée du village. Tous les habitants étaient présents. Lors des discours, les habitants ont attiré l'attention sur l'importance des assemblées démocratiques. Puis 13 personnes ont été élues à l'assemblée du village. Selon le système de coprésidence, une femme et un homme ont été élus à la coprésidence. Les femmes aussi ont lutté. Dans la ville de Afrin, une réunion s'est tenue au sein de l'Assemblée des femmes afin de faire le bilan des travaux effectués les 6 derniers mois. 300 femmes et les membres de l'unité de protection féminine YPG ont aussi participé à la réunion. La mort de Nelson Mandela, annoncée le 5 décembre, a déclenché une vague d'émotions chez les Kurdes. Comme partout sur la planète, la mémoire de Nelson Mandela vive dans la lutte du peuple kurde, a déclaré principal parti kurde PTP. Le leader kurde PKK Abdallah Öcalan a affirmé en 2010 que le modèle de la démocratie sud-africaine était une source d'inspiration pour le peuple kurde. Sur son bloc, Maxime Azadi fait le point des convergences entre ces deux hommes, en lutte contre l'injustice et la discrimination de leur peuple. Le héros de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, est décédé à l'âge de 95 ans à son domicile de Johannesburg. Les expériences sud-africaines sont au cœur de la lutte du peuple kurde depuis longtemps. On compare d'ailleurs souvent la situation du leader kurde Abdullah Öcalan à celle de Nelson Mandela. En 1992, Nelson Mandela avait refusé le prix Atatürk de la paix décerné par la Turquie en raison des violations des droits de l'homme qui ont été commises à cette époque. Fin 2009, une vaste campagne de signatures a été lancée à Cape Town pour la libération d'Öcalan. Des dizaines de milliers de signatures avaient été collectées. Aujourd'hui, le cas de Mandela est considéré comme une des meilleures solutions pour le succès du processus de paix visant à mettre fin à près de 30 ans de guerre. Bloqué par l'approche du gouvernement qui cherche à gagner du temps, juste avant les élections municipales de 2014, le processus de paix a besoin de réformes sérieuses afin de passer à une nouvelle phase dans les négociations. Pour passer à cette nouvelle phase, M. Öcalan rappelle notamment l'expérience sud-africaine qui avait conduit à la libération de Nelson Mandela. La phase de pourparlers profond est interprétée comme une liberté partielle, tout comme Mandela qui avait pu être remis en résidence surveillée en décembre 1988. Emprisonné sur son île d'Imrali depuis 1999, le leader kurde avait envoyé en mars 2010 une lettre à Nelson Mandela. Il y affirmait que le modèle de la démocratie sud-africaine pouvait être une source d'inspiration pour le peuple kurde. Attirant l'attention sur son combat pour la résolution pacifique de la question kurde, Öcalan rappelait qu'il a été arrêté suite à une opération illégale menée par des forces internationales pour empêcher ses efforts visant à aboutir à une paix digne et durable d'aboutir. Présentant ses respects, son affection et son amitié à Mandela et à son peuple, il affirmait que son voyage vers l'Afrique avait pour objectif de partager les expériences chères à Mandela avant de rappeler enfin son arrestation au Kenya en 1999. Même si mon voyage, ma volonté et tous mes efforts pour vous rencontrer n'ont pas pu être accomplis, mes respects, mon affection et mon amitié vont vers vous et vers le peuple de l'Afrique du Sud. J'ai une confiance totale dans le fait que vous suivez de près notre lutte pour la paix et pour une solution démocratique, et que vous aussi vous contribuerez à la résolution pacifique et démocratique du problème kurde. Le principal parti kurde BDP, le Congrès pour une société démocratique TDK, une plateforme d'associations et mouvements kurdes dont le principal parti kurde BDP en Turquie, ainsi que le Kongragel, le Congrès national du Kurdistan Kanaka
et l'initiative Freedom for Abdullah Öcalan, Peace in Kurdistan, ont présenté leurs condoléances. Ce que nous avons appris des leaders comme Mandela, c'est que la lutte et la résistance pour la liberté et contre la répression et la domination sont universelles, ont dit les coprésidents du BDP, Selahattin Demirtas et Gultan Kishanak. Le DTK de son côté a ajouté que la mort de Mandela est une perte non seulement pour l'Afrique du Sud et tous les peuples opprimés, mais aussi pour le peuple kurde. Le DTK a mis l'accent sur la position de leader du Sud-Africain et sa lutte qui a libéré son peuple. Mandela a été l'exemple pour les peuples et les pays en situation similaire, a souligné le DTK. Une délégation de politiciens kurdes ont pu rencontrer Öcalan sur son île-prison d'Imrali ce 7 décembre. Le leader kurde a insisté lors de cette visite sur les initiatives positives que devrait prendre la Turquie dans le processus de paix. Le processus de paix risque fort d'être sacrifié sur l'autel des ambitions électorales d'une partie de la classe politique. Le leader kurde Abdallah Öcalan a présenté ses condoléances aux familles de ces jeunes manifestants kurdes de Gavar qui ont perdu la vie dans les attaques de la police. Il protestait contre les attaques faites sur les cimetières des forces populaires de défense réservés aux victimes de la guérilla. Le leader kurde considère que ces nouveaux crimes sont une provocation destinée à compromettre le processus de paix. Il a dit que tout le monde devait bien prendre conscience des conséquences de nouvelles provocations. La meilleure manière de rendre hommage à ces deux victimes est d'associer leur nom à la lutte pour la paix et la liberté, a dit Öcalan. Öcalan a déclaré qu'il maintient sa confiance dans le processus de paix, mais il s'attend à ce que davantage d'initiatives soient prises par les autorités turques. Quiconque retarde les étapes du processus de paix pour son seul intérêt électoral créera inévitablement le chaos et compromettra le processus de paix qui doit mener à la libération de la Turquie et de sa région et à l'établissement d'une véritable république démocratique. Afin de conforter cette première phase du processus de paix, il a suggéré qu'une base légale et qu'un cadre juridique devait être appliqué. Il faut que le statut légal des partis qui négocient soit clairement établi et que l'on désigne un comité d'arbitrage neutre pour relancer la poursuite du processus après d'éventuels blocages. Le 9 janvier 2013, 3 politiciennes kurdes ont été assassinées à Paris, près de la gare du Nord, au centre d'information du Kurdistan. Les enquêteurs français auraient récolté plusieurs preuves concernant l'implication du principal suspect, Omar Gunay, un immigré turc qui avait été placé en examen le 16 janvier. L'avocat des 3 femmes kurdes assassinées a appelé les pays européens à s'emparer de cette question. Une vidéo de surveillance retrouvée sur les lieux du crime, ainsi que des segments d'ADN d'une victime retrouvés sur une parka appartenant au présumé criminel, avait permis de l'identifier. Un avocat des 3 femmes kurdes assassinées a appelé les pays européens à s'emparer de cette question. Ce n'est plus une affaire française. L'Europe doit s'en emparer. C'est devenu une affaire européenne, a dit Maître Antoine Comte. L'avocat des victimes a également appelé les pays européens à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes. Ce triple assassinat avait créé une très vive émotion dans la population kurde. L'une des militantes assassinées était bien connue du président Hollande qui s'était dit choqué. Les commanditaires probables étaient nombreux. Certains évoquaient la piste de l'armée turque, bien décidée à perturber le processus de paix. D'autres, les services secrets de l'une ou l'autre puissance étrangère. Certains journalistes allaient même jusqu'à parler d'un règlement de compte à l'intérieur du PKK. On attend maintenant que les autorités judiciaires françaises fassent enfin toute la lumière sur cette pénible affaire. Le coprésident du Conseil exécutif de l'Union des communautés du Kurdistan KCK a déclaré qu'un consensus a été atteint entre le PKK et le Parti démocratique du Kurdistan PDK, du président du Kurdistan irakien Massoud Barzani, concernant le Kurdistan occidental, soit le Rojava. Ce consensus prévoit l'activation du Conseil suprême kurde créé en juillet 2012 au Rojava.
L'objectif est de permettre une représentation plus forte du peuple kurde lors de la conférence de paix sur la Syrie, dite Genève 2. Assurant son soutien total à ce consensus, le KCK a appelé les forces politiques du Kurdistan occidental à s'unir et à renforcer la révolution kurde dans le cadre de ce consensus. Le KCK, dans sa déclaration, a réaffirmé l'importance de mettre enfin un terme aux différends. Il a aussi appelé tous les partis politiques kurdes à prendre leurs responsabilités. Une réunion doit avoir lieu ces jours-ci à Hawlir sous la présidence de Barzani, afin de réunifier les forces kurdes de Rojava. L'Assemblée populaire du Kurdistan occidental, qui inclut notamment le PYD, le parti le plus influent, et l'Assemblée nationale kurde de Syrie, soutenue par Barzani, seront présentes dans cette réunion. Selon le KCK, le succès de cette réunion avec la restauration du Conseil suprême est une approche commune sur la participation à la conférence de Genève, jouant aussi un rôle déterminant pour la démocratisation de l'ensemble de la Syrie. Les Nations Unies ont affirmé ce mardi 10 décembre pouvoir commencer l'envoi de nourriture et des produits de premiers soins à Rojava, après avoir reçu l'accord des gouvernements syriens et irakiens. Les circonstances de la guerre obligent l'agence à avoir recours à un pont aérien. Amin Awad, le directeur du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et le coordinateur régional pour l'aide aux réfugiés, a dit ce mardi que l'on apporterait une aide aérienne en nourriture et autres produits de première nécessité par la frontière du Kurdistan au sud de Rojava. Il aura d'abord fallu recevoir le double accord des gouvernements syriens et irakiens. Amin Awad a annoncé aux reporters à Genève que l'aide en nourriture serait apportée par voie aérienne. Selon Awad, les denrées sont désespérément attendues, surtout dans les zones les plus difficiles d'accès. Il faut dire que la population déjà éprouvée par cette guerre doit s'attendre à un hiver que les météorologues prévoient comme extrêmement rigoureux. Le pont aérien qui est prévu entre jeudi et ce dimanche sera le premier entre la Syrie et l'Irak, a dit le porte-parole du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, Adrian Edouard. Le gouvernement syrien avait d'abord donné son accord sur le passage de la frontière il y a 15 jours et l'agence de Haut Commissariat avait prévu le ravitaillement par camion. Mais ensuite, il y a eu des changements dans le positionnement des groupes qui contrôlent la route donnant accès à la frontière. C'est ce qui explique le choix du pont aérien. Cette solution pour apporter l'aide ne peut être cependant envisagée sur le long terme. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont également envoyé de la nourriture pour ce pont aérien dont le coût a été fixé à 4 millions de dollars. Le Haut Commissariat aux réfugiés a également un plan de 195 millions de dollars pour aider la Syrie et les pays voisins à affronter l'hiver. L'agence a ainsi commencé à distribuer des tentes et des vêtements chauds aux enfants et aux plus vulnérables. Les plus grandes victimes de la guerre en Syrie sont les enfants. Selon un rapport, plus d'1,1 million d'enfants de Syrie ont émigré vers des pays voisins. Des centaines de milliers d'enfants syriens chassés de chez eux par la guerre vivent seuls, sans école et sans ressources, dans des camps de réfugiés où ils doivent travailler pour survivre. Dans son rapport, le HCR dresse un bilan préoccupant de la situation des enfants syriens qui vivent depuis bientôt 3 ans dans des camps de réfugiés, dans les pays voisins de la Syrie. Selon le rapport, les conditions dans lesquelles vivent les enfants réfugiés en Jordanie et au Liban sont encore très difficiles. Voici le relevé de presse internationale de la rédaction. Le Jérusalem Post a interviewé le coprésident du PADA, Saleh Muslim. Selon le journal, il ne peut y avoir de solution à la crise actuelle sans les Kurdes. Saleh Muslim n'a que peu d'espoir quant aux perspectives des prochaines négociations de paix qui devraient se tenir à Genève. Il avertit tous ceux qui ne souhaiteraient voir dans ce conflit qu'une simple fracture entre des rebelles et le régime. Ils essayent, dit Saleh Muslim, d'empêcher les Kurdes d'être présents à Genève. Or, nous n'accepterons aucune solution prise à Genève si nous n'avons pas été impliqués. Les États-Unis essayent d'empêcher le dossier kurde d'être débattu à Genève afin de satisfaire le chauvinisme de leurs partenaires arabes. Mais personne, dit Saleh Muslim, ne peut nous forcer à obéir aux décisions de Genève 2. Le monde, et Washington en particulier, devraient en prendre bonne note. Al-Monitor a écrit un article concernant les intérêts de la Russie dans le Moyen-Orient qui se façonne, avec la question suivante. La Russie jouera-t-elle la carte kurde ?
les liens entre les régions kurdes de Syrie et la Russie présentent autant d'opportunités que de risques pour Moscou au Moyen-Orient, écrit-il. D'une part, les Russes espèrent trouver des alliés idéologiques dans leur lutte contre le terrorisme islamiste qui sévit dans le Caucase, cette région meurtrie où de nombreux Kurdes habitent. Ils sentent aussi que les Kurdes seront amenés à jouer un rôle grandissant dans le rééquilibrage de la région. Ce qui pourrait les dissuader de jouer cette carte kurde, ce seraient les questions énergétiques qui lient la Turquie à la Russie et qui, jusqu'à présent, ont toujours été au-delà des différends qui pouvaient naître entre les deux pays. Au nom de toute l'équipe, on remercie votre écoute.